Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Je suis ravi de vous retrouver pour le journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 16 janvier 2020 au sommaire ce soir. Le 14 novembre dernier, la mairie d'Annecy était frappée par un violent incendie qui a provoqué des dégâts très importants. Passé la stupeur et la réorganisation des services, les travaux de déblaiement des décombres ont débuté en ce début d'année. Clémence Roualès a pu se rendre sur place pour constater l'étendue du chantier. Et puis, suite et fin de notre plongée dans l'olympisme, le thème choisi par Jean-Paul Crespi pour sa série de la semaine, après le musée olympique de Lausanne et une rencontre avec Vincent Defrane, champion olympique en 2006, focus sur Tremplin 92, un espace qui nous propose de revivre les Jeux olympiques de 1992 d'Albertville. L'application Uber continue son implantation à Annecy. Et c'est loin de faire plaisir à tout le monde. Ce jeudi après-midi, des chauffeurs de VTC et de taxi se sont rassemblés à Annecy pour manifester leur opposition à l'arrivée de l'application américaine Uber, qui exerce une concurrence déloyale selon eux. D'abord rassemblés sur le parking du stade à Annecy-le-Vieux, ils se sont ensuite rendus en cortège jusqu'à la brasserie du parc, là où était prévu le recrutement de nouveaux partenaires par Uber. On écoute Ludovic Perrier, un des membres du collectif Taxi et VTC Tous Unis. Ses propos sont recueillis par Stéphane Le Tourneau. Alors en fait ici on a essayé de réunir un maximum d'entreprises, que ce soit taxi et VTC, par le biais de notre collectif qui a été créé à la dernière minute, il y a de ça 3-4 jours quand on a appris la réunion d'Uber. Ce collectif a pour but donc de regrouper taxi et VTC afin de montrer notre mécontentement envers cette grande plateforme, cette application qui veut venir s'installer dans notre région. Nous travaillons sur réservation et si Uber arrive, malheureusement déjà notre activité, notre image peut être entachée par ces chauffeurs qui ne seront pas forcément tous professionnels, qui n'auront pas les diplômes nécessaires, qui n'auront pas forcément tous la carte VTC. Comme dans les grandes villes, il y a beaucoup de soucis avec certains chauffeurs qui travaillent illégalement, qui ne sont pas à jour dans les papiers administratifs. Uber pour les VTC comme pour les taxis, c'est la mort assurée pour nous et c'est une concurrence tout à fait déloyale. L'impressionnant chantier de la mairie d'Annecy se poursuit. Et vous vous en souvenez certainement, le 14 novembre dernier, la mairie d'Annecy a été frappée par un violent incendie, un sinistre qui a causé des dégâts considérables. Depuis le début de l'année, d'importants travaux de déblaiement des débris, des charpentes calcinées ou encore des archives ont débuté. Clémence Roualès a pu rentrer dans le bâtiment qui restera fermé encore pendant au moins 2 ans. Reportage dans les décombres de la mairie d'Annecy. Des couloirs à l'abandon et des bureaux vidés. En l'espace de 24 heures, l'incendie a laissé sa marque. Le bureau du maire avec ce secrétariat. Tout est à reconstruire. Pour les premiers étages, ce ne sont pas les flammes qui ont fait le plus de dégâts. C'est toute l'eau suite à l'intervention des pompiers et puis toute la pluie qu'on a eue pendant les vacances de Noël. Les 4e et 5e étages n'existent plus. Pour s'en rapprocher, il faut se frayer un chemin à travers les décombres. Sur le toit, les restes de la charpente calcinée menacent de s'effondrer. Ici, 800 tonnes de débris doivent être évacuées. Un travail réalisé à la main. C'est comme le Mikado, c'est pour enlever tous les petits morceaux sans faire bouger les autres, pour travailler en sécurité et puis enlever tout ce qu'on avait suspendu au-dessus des têtes. Voilà, donc ils ont fait déjà un gros travail, toute la charpente de ce côté-là a été enlevée. Donc ça permet de commencer les opérations de déblaiement avec des bennes là. Et de pouvoir travailler en sécurité. Pendant ce temps, d'autres ouvriers s'activent pour améliorer les conditions du déblaiement. La structure qui va permettre de descendre des gravats en fait, dans une benne qui vont arrêter directement en bas. Donc ça va être une grosse structure où les gravats vont tomber directement. Parmi les débris, il faut aussi compter les archives de la mairie. On récupère la benne qui est là-haut des archives, on la pose en bas et on met tout sur les racks. On a sorti à peu près entre 30 et 35 mètres cubes de... Ouais, même plus, ouais. 35-40 mètres cubes d'archives, ouais. C'est la première fois, ouais. C'est pas des chantiers habituels, ouais. C'est pas des chantiers habituels. Les archives sont triées au rez-de-chaussée. Environ 20% d'entre elles, trop endommagées, ne pourront pas être restaurées. D'autres, en revanche, sont redécouvertes. Il y a des dossiers du personnel de la guerre, des dossiers qui sont très anciens. On a retrouvé aussi pour le service bâtiment des dossiers du 19e siècle. C'est-à-dire que les collègues d'Annecy-le-Vieux étaient allés aux archives récupérer des dossiers de l'église. C'est au moment de restauration de l'église. Et on a retrouvé ces documents. Les travaux de déblaiement se termineront au mois de mars. Leur coût définitif n'a pas encore été arrêté par la mairie. Une opération coup de poing des médecins des hôpitaux. Mardi, plus de 1200 chefs de service et responsables hospitaliers ont adressé une lettre à Agnès Buzyn,
Courrier dans lequel ils informent la ministre de la Santé de leur intention de démissionner de leurs fonctions d'encadrement si des négociations ne sont pas entamées pour tenter d'améliorer leurs conditions de travail à l'hôpital. 3 médecins de Haute-Savoie figurent sur cette liste des signataires publiée par Libération dans son édition de mardi. Parmi eux, le docteur Hervé Testard, pédiatre et chef de service au centre hospitalier Alpes-Léman à Contamine-sur-Arve. Il nous explique pourquoi il a signé cette lettre en répondant aux questions de Stéphane Le Tourneau. Il nous semblait important de signifier aux autorités de santé la situation dans laquelle se trouvaient les hôpitaux d'un point de vue financier, organisationnel et offre de soins, notamment de pénurie de personnel soignant qui désertent les hôpitaux. Comment ces difficultés se traduisent-elles? Par la fermeture de lits, tout simplement. Nous connaissons une insuffisance de recrutement de personnel soignant, des démissions en série de personnel soignant qui trouvent les contraintes beaucoup trop importantes parce qu'il manque toujours du personnel et qui décident finalement de démissionner. En pratique, dans mon service en 2019, 18 démissions. Qu'attendez-vous comme réponse de la part du gouvernement? Les rémunérations, les plans de carrière des personnels soignants sont assez désastreuses et la première chose que l'on demande, c'est une revalorisation de leur salaire de 300 €. La deuxième chose, on nous demande de répondre aux besoins sanitaires de la population. En même temps, manque de personnel égale fermeture de lits. Donc on se retrouve dans des situations ingérables. C'est une situation que l'on retrouve à peu près dans tous les hôpitaux, y compris au Châle en Haute-Savoie. Pas de procès pour les notaires fraudeuses. Elles sont soupçonnées d'avoir détourné 300 000 €. Les deux notaires du cabinet Puteaux et Violas de La Roche-sur-Foron devaient comparaître ce jeudi devant le tribunal de Bonneville. Mises en examen en 2014 pour abus de confiance, elles encourent jusqu'à 10 ans de prison et 1,5 million € d'amende. Le procès très attendu par les nombreuses victimes a été reporté. En cause, l'absence des prévenus et la grève des avocats. Les précisions de Victoria Lopez. L'affaire débute en 2014. Deux notaires de La Roche-sur-Foron sont mis en examen pour abus de confiance par un officier public ou ministériel. Elles auraient détourné l'argent de leurs clients pendant des années dans des affaires de vente de biens ou de succession. Dans certains cas, les faits remontent au début des années 2000. Ce jeudi 16 janvier, l'annonce du report du procès a déçu les nombreuses victimes. Une affaire qui date depuis, pour moi personnellement, depuis 1998. Donc je suis surpris par la longueur de la procédure. Et en plus maintenant par le renvoi qui est prévu pour le 15 octobre. 15 octobre. Bon, la somme qui m'est due n'est pas très importante, mais vu la quantité de personnes qui attendent ce résultat, je pense qu'il pourrait y avoir des efforts de fait du côté du tribunal. Bon, ma foi, le jugement a été fait, on ne peut pas revenir là-dessus. Je ne peux même pas dire que je suis déçue, parce qu'après 15 ans, vous n'êtes plus déçu, vous dites « moi, il n'y a rien qui change, c'est comme d'habitude ». Je ne veux pas dire que les magistrats ne sont pas bien, je ne veux pas dire des choses que je ne pense pas, ouais, mais j'aimerais quand même que... C'est pas parce que c'est le 15 octobre non plus que ça me gêne, non, à ce point, on n'est plus à 6 mois, personnellement, et on a tous vécu sans avoir l'argent. Mais dans mon cas précis, puisque cette notaire ne faisait pas la succession et que j'ai dû la faire auditionner, et que le personne en charge n'a jamais posé les questions qui intéressaient, on a vendu notre maison aux enchères. Du côté des avocats, la grève illimitée et inédite des barreaux se poursuit. Elle explique en partie le report de cette audience. Donc c'est ce qu'a dit le président pour accepter cette demande de renvoi, malgré le nombre de parties civiles qui ont fait le déplacement aujourd'hui, c'est qu'il faut pouvoir garantir les droits de la défense. Alors spécifiquement pour ce dossier, dans la mesure où les prévenus avaient leurs conseils qui faisaient grève, mais également les conseils de quelques parties civiles qui étaient ici, qui ont également soutenu cette demande pour report de grève, et plus généralement parce que le projet de réforme des retraites risque de mettre en péril l'accès aux droits pour les plus démunis. Pour la quarantaine de parties civiles, dont certaines avaient fait le déplacement depuis l'étranger, il faudra revenir au tribunal le 15 octobre prochain, dans l'espoir de connaître enfin l'épilogue de l'affaire. Au total, le cabinet des notaires Puteaux et Violas aurait fait près de 250 victimes. Suite et fin ce soir de notre plongée dans l'olympisme. C'est le thème choisi par Jean-Paul Crespi pour la série de la semaine, après le musée olympique de Lausanne et une rencontre avec Vincent Defrane, champion olympique en 2006. Focus ce soir sur Tremplin 92. Cet espace situé à la Halle olympique d'Albertville a pour objectif de faire revivre à ses visiteurs les JO de 1992, les derniers organisés sur le sol français. Reportage. Sans tourner définitivement la page des Jeux Olympiques de 1992, Tremplin 92 réinvente à la Halle olympique d'Albertville le souvenir des Jeux
moins de 30 ans après que la flamme se soit éteinte. Sur 500 mètres carrés, ce nouvel espace évoque cette page d'histoire et complète sa proposition muséale en déclinant ce que fut, pour le territoire savoyard et son économie, cet épisode olympique. Un tremplin qui a permis à cet espace de montagne de prendre 15 ans d'avance, tout en bénéficiant d'un rayonnement international déterminant. L'idée pour nous, c'était vraiment non plus, encore une fois, de parler uniquement des Jeux Olympiques, mais surtout de parler de l'écosystème sportif qui est né derrière ces Jeux Olympiques, qui était déjà omniprésent à l'époque ici en Savoie, mais qui est né ensuite à l'issue des Jeux Olympiques, ce qu'on en a fait, ce que les gens en ont fait, ce que le territoire en a fait. Et l'idée, c'était de reparler de ces aménagements-là. On peut encore à l'heure actuelle, et c'est ce qui a été l'une des forces des Jeux Olympiques de 92, on peut encore observer différents équipements tels que le tremplin, tels que la piste de la Plagne, qui avait été construit à l'époque dans cette vision future de réappropriation par les locaux, mais l'idée était d'en faire aussi des aménagements qui fonctionneraient par la suite, qu'on pourrait se réapproprier, qu'on pourrait réutiliser, et ces aménagements sont toujours visibles à l'heure actuelle, notamment à la Plagne et à Courchevel, entre autres. Seuls quelques costumes et la torche olympique ont été conservés de l'ancien musée. Aujourd'hui, ce nouveau lieu offre aux visiteurs une expérience immersive, interactive et dynamique, comme par exemple une descente en bobsleigh de la piste de la Plagne ou un vol en parapente au-dessus du Beaufortin. Ce qu'on voulait avant tout, c'était de faire vivre ce territoire-là. Et quoi de mieux que de proposer à nos visiteurs de vivre ce territoire via différentes expériences immersives. Toujours casque réalité augmentée virtuelle sur la tête et d'être projeté sur une vingtaine de sites et de vivre 20 différentes scénettes très typiques de chez nous et d'être encore une fois projeté dans ces univers-là. L'espace est conçu pour intéresser toute la famille sans oublier les passionnés des Jeux Olympiques. En refusant de s'inscrire dans une démarche trop nostalgique et en privilégiant la découverte des territoires montagnards savoyards, Tremplin 92, Montagne et Olympisme ancre définitivement sa muséographie dans la modernité. Les Jeux Olympiques d'Albertville 1992 appartiennent désormais à l'histoire. La très belle saison des biathlètes français se poursuit après avoir remporté 2 courses à Oberhof la semaine dernière. Martin Fourcade signe un 3e succès consécutif en Coupe du Monde après sa victoire ce jeudi après-midi sur le sprint de Ruhpolding. Les Bleus ont brillé dans leur ensemble puisque Quentin Fillon-Maillet se classe 2e, Simon Détieux et Fabien Claude terminent 5e ex-aequo. Grâce à cette victoire, Martin Fourcade conforte sa place de leader de la Coupe du Monde. C'est la fin de cette édition. Manu, je te laisse conclure l'émission. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Vendredi, vous retrouverez Clémence pour le dernier journal de la semaine. Nous voilà ici déjà à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Si vous nous regardez en direct dès 19h, vous avez rendez-vous avec Zimba le Sherpa, un documentaire de Jean-Michel Jorda au cœur des plus hautes montagnes du monde. Demain, je laisse ma place à Fanette de Buisson. Elle accueillera à la station des Rousses dans le Jura, le réseau professionnel Bellam ainsi que Camille Copin comme tous les vendredis pour son agenda. Quant à moi, je vous retrouve très vite sur notre antenne et en vous souhaitant une très bonne fin de semaine avec 8 Mont Blanc.